Cette vidéo ne contient pas de spoil, vous pouvez tout à fait la regarder sans avoir vu Evangelion. Evangelion est ma vie, et j'ai mis tout mon savoir dans ce travail. C'est toute ma vie même. Années 80, Japon. Anno Hideaki, alors jeune étudiant en art, est un otaku nouvelle génération, biberonné aux animés de mecha des années 70 et fan d'Ultraman. Avec des camarades, il crée en 1981 et 1983 les vidéos d'ouverture du Nihon SF Taikai, une convention japonaise annuelle sur la science-fiction, Daikon 3 et Daikon 4, deux vidéos de quelques minutes chacune qui représentent parfaitement ce à quoi ressembleront les travaux du futur studio Gainax, à savoir de l'animation baignant dans les références pop culturelles, remplie de gros robots, de kaiju et de fanservice. Alors qu'il accumule de l'expérience en travaillant sur la série Macross, la vie d'Anno Hideaki connaît un tournant lorsqu'il candidate à un poste d'animateur pour un petit film d'animation réalisé par non moins que l'un des maîtres incontestés de la Japanimation, Nausicaa de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki. Ce dernier repère le talent d'Anno et lui confie l'animation d'une des scènes les plus impressionnantes de son film, la renaissance du guerrier géant libérant son rayon destructeur sur une vague d'eau mou sauvage. Une scène qui influencera de manière certaine les futurs combats d'Evangelion. En 1984, Anno et ses camarades animateurs fondent le studio Gainax afin de démarrer un projet ambitieux, Les Ailes données à Mise, le film d'animation le plus cher du Japon à l'époque. Malgré une réception critique positive, ce film sorti en 1987 est un échec commercial, ce qui met en péril les finances du tout jeune studio. Et si je devais donner un avis personnel concernant Les Ailes données à Mise, je dirais c'est joli, surtout pour l'époque, mais faut arrêter de le mettre sur un piédestal, le film a quand même quelques problèmes. Anno Hideaki se retrouve ensuite en charge des principaux travaux de Gainax, comme Top Wo Nerae, connu sous le nom de Gunbuster chez nous, une série de 6 OAV suivant la formation de Noriko pour devenir pilote de mecha, qui sera amené à combattre dans l'espace à bord du légendaire Gunbuster, ainsi que Nadia et le secret de l'eau bleue, une série proposée au départ à Miyazaki par la NHK et finalement repris par Gainax, de 39 épisodes, suivi d'un film et qui raconte les aventures de Nadia et Jean, dans un univers steampunk largement inspiré du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. A l'inverse des Ailes données à Mise, ces deux animés sont des succès commerciaux qui font connaître le studio auprès du grand public. Malgré leur réussite, ces deux projets ont énormément fatigué Anno, qui entame une traversée du désert de près de 4 ans. Nous sommes alors au début des années 90. L'éclatement de la bulle spéculative du Japon vient de plonger le pays dans une crise économique, et le studio Gainax est exsangue. Pas de bol, le staff est principalement constitué d'otaku dont le talent et la passion pour l'animation sont inversement proportionnels à leur capacité à gérer les comptes de leur studio, qui ne parvient à maintenir la tête hors de l'eau qu'en produisant des jeux vidéo pour adultes, lorsqu'ils ne se font pas interdire, comme les premiers jeux Princess Maker. Cette période d'instabilité financière provoque également l'abandon du film Uro in Blue, le projet de suite des Ailes données à Mise sur lequel travaillait Anno. Le studio Gainax est alors au bord de la faillite. Son prochain projet risque d'être le dernier. C'est à ce moment que la chance finit enfin par sourire. Anno Hideaki obtient l'opportunité de produire une nouvelle série animée auprès du label King Records. Sachant que cela pourrait être la dernière production de son studio, le réalisateur prodige souhaite créer un projet bien plus personnel que ses précédentes œuvres, en y mettant toute son âme et toutes les ressources qui sont à sa disposition. Ce projet, c'est Evangelion. Shinseiki Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion, est imaginé par Anno Hideaki comme une suite de Nadia et le secret de l'eau bleue, mais cette idée doit être abandonnée pour des problèmes de droit, et l'anime devient alors une histoire originale. En 1993, un premier prototype de la série est créé sous la forme d'un document de 35 pages destiné à présenter le projet. On y découvre les premiers designs des personnages et des mechas, ainsi qu'une ébauche de l'univers et du scénario. Attends une minute. Non, j'ai du mal voir. De nombreux changements seront opérés entre cette proposition et la version finale de l'anime, mais les grandes lignes de l'histoire sont présentes. La production de l'anime commence alors au sein du studio Gainax, en collaboration avec le studio Tatsunoko. Mais au fait, c'est quoi l'histoire d'Evangelion? Nous sommes dans le futur, en 2015. Nous suivons Shinji Ikari, un adolescent japonais de 14 ans qui est amené à se rendre à la NERV, une organisation dirigée par son père, Gendo, qu'il a abandonné quand il était petit. Celui-ci l'a appelé afin que le jeune garçon pilote une Evangelion, abrégée en Eva, un robot géant, seule arme capable de combattre les anges, des créatures gigantesques qui attaquent l'humanité et semblent insensibles aux armes conventionnelles grâce à un champ de force appelé 80 Field. Shinji se retrouve sous la supervision de Misato Katsuragi, une adulte chaotique mais responsable, et devra collaborer avec les autres enfants pilotes, la mystérieuse et discrète Rei Ayanami, ainsi que l'impulsive et arrogante Asuka Langley Soryu. Ensemble, ils forment le dernier espoir de l'humanité. Anecdote, si Rei s'appelle ainsi, c'est entre autres parce qu'Anno Hideaki a tenté de recruter son ami Kunihiko Ikuhara, qui travaille sur Sailor Moon à l'époque,
en donnant à ce personnage le même prénom que Sailor Mars, qui s'appelle Rei Hino. D'autre part, plusieurs noms de personnages comme Ayanami ou Katsuragi viennent de navires de la marine japonaise. J'ai déjà pas mal parlé du réalisateur de la série, Anno Hideaki, mais il faut savoir que ce dernier s'est entouré d'une véritable Dream Team pour mener à bien son projet. Au design des personnages, on retrouve Yoshiyuki Sadamoto, qui a déjà tenu ce rôle pour les ailes données à Mise, Gunbuster et Nadia. Il est également chargé de la version manga d'Evangelion, qui sort en parallèle de l'animé. Son style de personnage, au corps très élancé, deviendra en quelque sorte la marque de fabrique des futures productions de Gainax, comme Furikuri et Diebuster, et on le retrouvera également dans d'autres travaux, comme la franchise de jeux vidéo et d'animé Dot Hack, ou encore les films de Mamoru Hosoda, La Traversée du Temps, Summer Wars et Ame Yuki les Enfants Loups. Encore aujourd'hui, il s'occupe par exemple du chara-design de la future série Goldorak. Au design des mechas se trouve Ikuto Yamashita, qui a déjà conçu les machines de Gunbuster et de Nadia. Contrairement au design habituel des mechas de l'époque, les robots dans Evangelion dénotent par leur silhouette particulièrement fine et leur apparence presque plus humanoïde que mécanique. Il n'y a pas vraiment d'autre travail notable de la part d'Ikuto Yamashita, en dehors de l'intrigant Blue Submarine No. 6, un petit ovni de la fin des années 90 sous la forme de 4 OAV. Enfin, pour incarner les différents personnages, on n'a pas moins que la crème de la crème des seiyuu de l'époque. Concernant Shinji, il faut noter qu'au départ, le personnage principal devait être une fille, mais qu'il a finalement été décidé qu'il s'agirait d'un garçon sur les conseils de Yoshiyuki Sadamoto, pour changer de leurs précédents animés Gunbuster et Nadia, dans lesquels le protagoniste est une fille. Ce changement se ressent d'ailleurs dans son chara-design très proche de celui de Nadia. La voix de Shinji est celle de Megumi Ogata, une seiyuu très prolifique, connue pour ses rôles de jeune garçon et de personnages androgynes. Vous l'avez sans doute entendu en tant que Kurama dans Yu Yu Hakusho, Sailor Uranus dans la série originale de Sailor Moon, Yukito dans Sakura chasseuse de cartes, Yugi de Yu-Gi-Oh!, mais aussi dans des rôles récents comme Makoto de Danganronpa, Hanako-kun, ou encore Yuuta dans Jujutsu Kaisen. Ce dernier rôle n'est d'ailleurs pas anodin quand on voit les similitudes de ce personnage avec Shinji. Dans tous les cas, Megumi Ogata délivre dans cette série une performance mémorable, qui retranscrit à merveille l'insécurité et la colère du pilote d'Evangelion lorsqu'il s'oppose à son père. Pour la voix de Rei Ayanami, c'est une autre Megumi qui occupe le rôle, Megumi Hayashibara. Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais sachez que d'une part c'est une vraie célébrité au Japon, et d'autre part il y a de très grandes chances pour que vous l'ayez déjà entendue sans même le savoir. Animatrice de radio, chanteuse, doubleuse, elle se fait connaître en jouant de nombreux rôles secondaires dans les animés, comme par exemple le petit garçon aveugle que rencontre Boo dans Dragon Ball Z. Elle finit par obtenir des rôles majeurs, comme pas moins que la version féminine de Ranma Saotome, Gigi la Magical Girl qui s'appelle Momo en version japonaise, Ai de Video Girl Ai, et Lina Inverse de Slayers. Elle devient même la voix officielle d'Hello Kitty. Et son CV est très loin de s'arrêter après Evangelion, car Megumi Hayashibara c'est aussi la voix japonaise de Jessie dans Pokémon, ainsi qu'un grand nombre de Pokémon comme Roucoups, Bulbizarre, Raichu, Kulbutoke, ce qui n'est sans doute pas un hasard car c'est aussi elle qui fait les cris de Pen Pen le pingouin dans Evangelion. Elle est également Faye Valentine dans Cowboy Bebop, Ai Haibara de Détective Conan, Rebecca de One Piece, Anna de Shaman King, Paprika dans le film de Satoshi Kon, la nouvelle Sailor Galaxia dans le dernier film Sailor Moon, ou encore cette fille du clip Mememe. À l'époque où Megumi Hayashibara est auditionnée, elle est habituée à des rôles de personnages plus énergiques, donc tout le contraire de ce qu'Anno Hideaki attend d'elle en tant que Rei Ayanami, une fille calme qui exprime peu d'émotions. Lorsqu'elle obtient le rôle, Megumi se pose des questions quant à la façon de la jouer, et quand on écoute les enregistrements de son audition, on se rend compte d'ailleurs que sa voix a encore trop d'émotions par rapport à ce qu'on entend dans la série. Anno lui explique alors la nature du personnage de Rei. Ce n'est pas qu'elle est dépourvue d'émotions, c'est simplement qu'elle ne les reconnaît pas. Une facette de sa personnalité illustrée de manière littérale dans l'épisode 6, et qui va évoluer au fur et à mesure de la série. Misato Katsuragi, quant à elle, est doublée par Kotono Mitsuishi, surtout connue pour être la voix de Sailor Moon dans la série éponyme, l'original mais aussi la nouvelle version. Ce qui fait qu'elle connaît déjà bien la doubleuse de Shinji qui faisait Sailor Uranus. Ce rôle de Sailor Moon a sans doute pesé dans le choix d'Anno Hideaki qui imaginait justement Misato comme une version adulte de Sailor Moon. Elle est aussi la voix de la fabuleuse Excel dans Excel Saga, ou plus récemment Mei Mei dans Jujutsu Kaisen. La voix d'Asuka Langley Soryu est assurée par Yuko Miyamura, une seiyuu et chanteuse dont la carrière est à son apogée dans les années 90. Sa performance préfigurera ce que deviendront les personnages tsundere dans les animés. Malheureusement, son travail avec Anno Hideaki semble ne pas lui avoir laissé le meilleur des souvenirs, avec en plus des soucis de harcèlement par des fans. Je ne sais pas si cela a un lien, mais en tout cas elle ne jouera plus de rôle notable après les années 2000, en dehors d'Asuka et Kazuha de Détective Conan. Vous l'avez cependant peut-être déjà vu si vous avez visionné le film Battle Royale, car c'est elle qui joue la présentatrice des règles de survie de l'île. Le père de Shinji et dirigeant de la Nerve, Gendo Ikari, est joué par Fumihiko Tachiki, un seiyuu qui n'a quasiment fait que des personnages secondaires dans toute sa carrière, mais qui est connu pour sa voix magnifiquement grave. Vous l'avez sans doute déjà entendu en tant que Akainu dans One Piece,
ou encore Zaraki fucking Kenpachi dans Bleach, et c'est sans doute mon seiyuu masculin préféré. On peut aussi noter Yuriko Yamaguchi dans le rôle du professeur Ritsuko Akagi, une seiyuu moins prolifique mais dont la carrière dure depuis un moment car elle est la voix japonaise de l'infirmière Joël dans Pokémon et de Nico Robin dans One Piece. Parmi les lieutenants de la Nerve, Hiroyuki qui joue Makoto Hyuga est sans doute le moins notable, même s'il a fait pas mal de rôles secondaires dans Dragon Ball comme Tapion. A l'inverse de Takehito Koyasu qui fait Shigeru Aoba. Vous le connaissez sûrement en tant que Dio dans JoJo's Bizarre Adventure, mais il faut savoir qu'il a un CV long de plusieurs kilomètres, même s'il s'agit surtout de rôles secondaires. Regardez ça s'arrête jamais. Outre Dio, il est aussi Toga dans Utena, Il Palazzo dans Excel Saga, le père de Harui dans Oran High School Host Club, ou encore Zeke dans l'Attaque des Titans. Aussi à l'aise dans les rôles comiques que sérieux, sa voix suave l'a amené à doubler pas mal de méchants, mais aussi de personnages qui sortent des normes de genre. D'ailleurs, il joue Margaret dans la deuxième saison de Mashle. Enfin, même si ce sont des seiyuu plus mineurs, notons tout de même Miki Nagasawa et Junko Iwao qui jouent respectivement Maya Ibuki, la troisième membre du trio de lieutenants de la Nerve, et Hikari Horaki, la déléguée de la classe des pilotes d'Eva. Deux seiyuu qui se connaissaient déjà avec leur rôle dans Anpanman, mais qui ont surtout joué les deux personnages principaux Sakura et Ki dans Ki the Metal Idol, un autre ovni des années 90 que j'affectionne particulièrement, même si, attention, c'est pas l'anime le plus accessible. Notez que j'ai dit seiyuu mineur, mais Junko Iwao a tout de même fait les voix de Tomoyo dans Sakura chasseuse de cartes, et Mima, la protagoniste de Perfect Blue. Tout le travail de cette équipe est sublimé par les musiques de Shiro Sagisu, qui avait déjà composé celles de Jeanne et Serge et de Nadia et le secret de l'eau bleue. Il propose ici une bande originale orchestrale assez représentative des OST de l'époque, avec son côté épique, ainsi que des morceaux plus joyeux lors des moments tranquilles du quotidien, et plus sombres pour illustrer les phases d'incertitude des personnages. Vous pouvez aussi entendre son travail dans d'autres animés comme Bleach et les nouvelles adaptations de Berserk. Plusieurs morceaux de musique classique de Handel et Beethoven sont également utilisés à des moments clés de la série. Néanmoins, la première musique que vous entendez en regardant Evangelion, c'est évidemment son générique, Zankoku na Tenshi no Teise, A Cruel Angel Thesis, chanté par Yoko Takahashi. Démarrant avec un chœur lyrique accompagnant la chanteuse et mettant en avant les symboles religieux de la série, il enchaîne sur une musique instrumentale épique soulignant l'apparition du titre. Une guitare électrique accompagne ensuite de lents défilements de symboles et de silhouettes. Le montage accélère avec des cuts de plus en plus rapides qui montrent les visages des différents personnages, ainsi que de nombreux éléments parfois de manière subliminale, le tout synchronisé avec le rythme de la musique et des paroles. Le générique se conclut sur une partie épique qui s'arrête brusquement, en montrant diverses phases émotionnelles par lesquelles passera le visage de Shinji tout au long de la série. Avec le succès de l'anime auquel il participe, cet opening devient immédiatement un classique au Japon, envahissant les bars karaoké avant d'être repris par de nombreux artistes musicaux. Encore aujourd'hui et même à l'international, des parodies, reprises et remixes continuent de fleurir sur internet. Yo, Shinji, get in the robot. Your friends love you, get in the robot. Aliens get scared when you show up, kick their butt in your robot. Si bien que même les fans d'anime qui n'ont pas encore vu Evangelion ont de grandes chances de déjà connaître son générique, devenu un symbole de la japanimation. C'est simple, si la culture otaku devait avoir un hymne, eh bien ça serait ce générique. Wow, du coup comment ils vont faire pour avoir un générique de fin tout aussi marquant? C'est pas possible. Eh bien si, mais en trichant un peu car il s'agit non moins de Fly Me to the Moon, un classique de la musique jazz américaine reprise par un nombre incalculable d'artistes, la version la plus connue étant sans doute celle de Frank Sinatra. D'ailleurs, si vous regardez Evangelion sur Netflix, vous n'entendrez pas cette chanson car elle n'a pas pu être utilisée pour des problèmes de droit et a été remplacée par une des OST de l'anime. Après, on ne parle pas d'une simple reprise, non, ce serait trop simple. À la place, on a droit à une version différente de Fly Me to the Moon pour chaque épisode, chantée par plusieurs artistes, ainsi que Yoko Takahashi, la chanteuse de l'opening, mais aussi les seiyuu des trois principaux personnages féminins. Evangelion démarre donc avec de nombreux atouts, après ça ne garantit pas automatiquement un succès phénoménal. Tiens, par exemple, sur Netflix, prenez le film Bubble, dont le marketing a beaucoup tourné autour des talents qui composent son équipe technique. Alors c'est sympathique Bubble, je dis pas, mais voilà, c'est sympathique, sans plus. Néanmoins, Anno Hideaki a mis toutes les chances de son côté pour que son œuvre soit une réussite. C'est alors que le 4 octobre 1995, à 18h30, un impact frappe le Japon. À l'image de l'histoire d'Evangelion qui se passe 15 ans après le Second Impact, une catastrophe qui a réduit la moitié de la population humaine et modifié l'axe terrestre, telle une prophétie autoréalisatrice, la diffusion de la série est vécue comme un véritable impact, si bien qu'elle est considérée comme le troisième impact de la japanimation après Yamato et Gundam, ou le deuxième, ou la quatrième révolution, bref, ça dépend des sources, mais l'idée est là. Cependant, aujourd'hui, Evangelion se trouve dans une position un peu ambiguë, à la fois ultra populaire, mais pas aussi accessible qu'un shonen grand public ou qu'un Miyazaki. Ce n'est clairement pas le genre de série que je conseillerais pour découvrir la japanimation. Mais en même temps, elle a le potentiel d'attirer un nouveau public, comme lors de sa première diffusion. Et on va voir pourquoi. Les
Les premiers épisodes semblent relativement proches d'un animé classique, le mot le plus important dans cette phrase étant relativement, car on trouve déjà pas mal d'originalité qui préfigure la suite de la série, comme la conclusion du premier combat qui est délayé jusqu'à la fin de l'épisode 2, ou l'épisode 4 qui ne comporte pas du tout d'action car on suit Shinji qui a fait une fugue. On retrouve néanmoins des motifs connus, une histoire d'amitié virile, l'aspect comédie et fanservice qui est assuré par Misato, et bien sûr les ennemis qui vont demander des stratégies différentes pour être vaincus. Les épisodes 5 et 6 développent en particulier le personnage de Lei, avec des scènes surprenantes comme celle de la chambre qui démarre comme un cliché de fanservice, mais sans se finir par la classique punition infligée aux profiteurs, ou encore la scène de la claque qui sort de nulle part à ce moment-là, mais prend beaucoup plus de sens plus tard. À partir des épisodes 7 et 8, Evangelion devient quasiment une comédie school life, notamment avec l'arrivée du personnage d'Asuka qui vient chambouler le quotidien de Shinji en devenant une sorte de rival et plus si affinité. Les choses changent à partir de l'épisode 13. Des problèmes de planning ainsi que des pertes de celluloïdes chez le studio Tatsunoko vont perturber la production et amener le scénario à dévier de plus en plus du projet initial en réduisant les ambitions d'Anno Hideaki. Scénario qui avait déjà été modifié car certains événements avaient été jugés trop proches du terrible attentat au gaz sarin du métro de Tokyo survenu à peine quelques mois plus tôt. Cette période concorde également avec l'intérêt grandissant du réalisateur pour la psychologie. Il lit des livres sur le sujet et souhaite intégrer bien plus en profondeur cet aspect dans son œuvre. L'anime se détourne alors quelque peu des combats frontaux contre les anges pour s'intéresser davantage à l'évolution des personnages. Si l'épisode 14 propose déjà une introspection illustrée par un poème déclamé par Rei, le tournant est particulièrement frappant à partir de l'épisode 16, dont une bonne partie se compose de scènes cryptiques se passant dans la psyché de Shinji. Après un épisode 17 qui fait monter la tension, les suivants vont se montrer de plus en plus violents et perturbants envers les spectateurs, mais surtout envers les différents personnages, qui vont être confrontés à leurs démons jusqu'à tomber au plus bas. Plusieurs mystères s'éclaircissent pour ne révéler que davantage de questionnements, jusqu'au climax de la série dans l'épisode 24, avec l'apparition du nouveau pilote. C'est alors qu'arrivent les deux derniers épisodes d'Evangelion, 25 et 26. Lors de son dernier épisode, 10 millions de Japonais attendent devant leur téléviseur la conclusion de cette série, qui laissera un goût d'inachevé dans leur bouche. En effet, l'une des caractéristiques principales de la série originale Evangelion, dont tout fan vous préviendra avant votre premier visionnage, ce sont ses fins controversées. À cause des divers problèmes évoqués plus tôt, les créateurs de l'anime ont opté pour une fin originale concernant les deux derniers épisodes. En effet, les épisodes 25 et 26 ne reprennent pas le scénario en cours pour proposer une expérience cryptique, comme on a déjà vu précédemment, mais cette fois sur tout le long des deux épisodes. Ces derniers comportent de nombreuses scènes recyclées et d'autres passages d'animation expérimentale qui, on peut le comprendre, ont surpris de nombreux fans et pas toujours en bien. Cela dit, même si de nombreuses questions sont laissées en suspens, cette fin propose une originale mais réelle conclusion totalement assumée par Anno Hideaki qui affirme que celle-ci n'est pas le fruit d'un travail bâclé, mais bien des efforts de son studio de l'époque. Cette fin provoque des réactions négatives totalement disproportionnées de la part des fans, allant d'insultes taguées sur les locaux de Gainax à carrément des menaces de mort envers le réalisateur. Après la sortie du dernier épisode, Anno Hideaki est mentalement à bout. Cependant, Evangelion n'est pas fini. Une suite était déjà prévue sous la forme d'OAV, mais le succès de la série et la colère des fans concernant la fin amènent le projet à devenir deux longs métrages sortant au cinéma. Le premier, Death and Rebirth, est un film récapitulatif qui résume globalement l'intrigue de la série, en améliorant l'animation de certaines scènes, et se finit par l'introduction du second, The End of Evangelion, totalement inédit et se concluant sur une fin alternative à celle de la série. Parmi les multiples significations du titre The End, Anno Hideaki exprime clairement par celui-ci sa volonté d'enterrer la licence à laquelle il a donné vie. À travers ce film, Anno va répondre à la haine des fans malveillants en poussant tous les curseurs au maximum, que ce soit en termes d'action, de violence, d'horreur subie par les personnages, et même de scènes cryptiques et expérimentales qui n'ont pas à rougir face aux épisodes 25 et 26. À la fois jouissif et amer, satisfaisant et frustrant, aimé et détesté, The End of Evangelion dresse un miroir devant les désirs du spectateur, en l'invitant à questionner son rapport avec l'œuvre et la notion même de fiction, notamment avec des scènes en live action, dont une filmant directement l'audience pendant la diffusion de Death and Rebirth. Sachant que The End est d'abord sorti au cinéma, vous imaginez la surprise des spectateurs de voir leur propre image apparaître sur le grand écran. Cette fin n'est pas juste un film, c'est une véritable expérience, voire une épreuve envoyée aux fans d'Evangelion. Clairement, il y a un avant et un après The End. Dès sa sortie, Evangelion est devenu un véritable phénomène au Japon puis à l'international. Entre la sortie de l'épisode 26 et des deux films, les différents niveaux de lecture de la série ont été ardemment discutés à travers tout le pays du soleil levant, notamment dans les débuts d'internet. Et de nombreux auteurs japonais ont publié leurs livres sur leur interprétation de l'anime. Encore aujourd'hui, Evangelion se place parmi les licences d'anime les plus rentables, aux côtés de mastodontes comme One Piece, Sailor Moon ou Naruto. Bon ok, je triche un petit peu avec cette statistique, car la majorité des revenus générés par Evangelion vient des machines à sous pachinko. Mais même en retirant cette part-là,
La licence reste une des plus rentables, surtout comparée au Shonen Fleuve à 1 million d'épisodes, là où Evangelion n'en compte que 26, plus quelques films, un manga de 14 tomes, quelques jeux vidéo dans les années 2000 dont la plupart exclusifs au Japon, quelques mangas spin-off pas très connus, et beaucoup moins de figurines de robots à vendre que Gundam. En revanche, Evangelion est une licence connue pour avoir collaboré avec énormément de marques différentes, surtout à partir de 2005 et la création de l'Eva Store pour les 10 ans de la série, lorsqu'Anno Hideaki récupère les droits d'exploitation de sa licence, et à l'occasion du début de la production des Rebuild of Evangelion, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. On trouve ainsi plusieurs lignes de vêtements Evangelion, des lunettes Evangelion, des téléphones Evangelion, de l'eau de colonne Evangelion, du sérum physiologique Evangelion, du rouge à lèvres Evangelion, des combini Evangelion, on peut boire Evangelion, on peut manger Evangelion, Evangelion au camping, Evangelion dans vos gachas, des PC gamer Evangelion, des putains de rasoirs Evangelion avec une publicité trop flippante, et même un TGV Evangelion que vous pouvez emprunter pour vous rendre à l'attraction Evangelion World, grandeur nature au parc Fuji-Q Highland. Au-delà des produits dérivés, ce sont surtout les personnages d'Evangelion qui ont laissé un impact culturel qui marquera l'industrie de la japanimation à jamais. Shinji est devenu une référence de l'anti-héros adolescent, tandis que Rei et Asuka ont démocratisé les archétypes de la Kudere et de la Tsundere. Rei est devenu un des personnages d'anime les plus populaires au Japon, reprenant les caractéristiques de la Yamato Nadeshiko, l'image traditionnelle de la femme idéale japonaise. Mais derrière son apparence calme, on découvre un personnage doté d'une grande volonté et d'un sens du sacrifice sans faille. A l'inverse, Asuka a généralement plus de succès auprès du public occidental, avec sa personnalité plus affirmée et proactive. De la même façon, son orgueil cache un lot d'insécurités et de failles qui sont révélées au cours des épisodes et auxquels les fans peuvent s'identifier. Ces deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre se complètent au final particulièrement bien, couvrant un large spectre d'affect au sein des spectateurs. Sans oublier Misato, qui propose une version intéressante du charme adulte qui, sans nul doute, en inspirera plus d'une. Encore aujourd'hui, l'impact de la série originale d'Evangelion se ressent dans la culture populaire, sur internet, à travers de nombreux mèmes et fanarts, et même dans des régions où la série est arrivée plus tard, comme en Amérique du Sud, où elle est devenue un véritable phénomène. Cependant, tout ce succès ne doit pas nous faire oublier les épreuves par lesquelles est passée la création de cet animé. La production d'Evangelion a été un processus particulièrement chaotique. Même si le squelette de la série existait, le scénario se faisait au jour le jour, un peu comme les chapitres d'un manga hebdomadaire. Et certains épisodes étaient achevés à peine quelques heures avant leur diffusion. L'ensemble du staff de Gainax, c'est-à-dire 3 animateurs, bossait sur ce projet conjointement avec le studio Tatsunoko, qui n'a pas amélioré la situation en perdant des celluloïdes. Mais de cette faiblesse, le studio Gainax en a tiré une de ses meilleures forces, en intégrant habilement une économie de temps et de moyens à travers de nombreuses scènes en plan fixe, ou cachant des parties animées comme la bouche. Loin d'être une simple démarche économique, ces techniques participent à former une personnalité propre à Evangelion, créant une ambiance très épurée, contrastant avec les scènes d'action en full animation. Anno Hideaki a également confirmé que certaines scènes cryptiques, comme les lignes qu'on voit dans l'épisode 16, ne sont pas tant des gains de temps d'animation qu'une véritable volonté artistique, en l'occurrence dans cet exemple, de se défaire du médium traditionnel qu'était le celluloïd à cette époque. Ces plans atteindront leur paroxysme avec la fameuse scène de l'ascenseur nous imposant un silence de pas moins de 52 secondes, mais surtout une certaine scène de l'épisode 24 qui dure plus d'une minute entière avec uniquement de la musique classique en fond. Là vous pensez que je vous troll en vous montrant une image fixe, mais pas du tout, c'est bien comme ça dans l'épisode. Je ne sais pas à quel point n'importe quel fan de One Piece ou d'une autre œuvre ultra populaire pèterait un câble si ça arrivait dans leur animé préféré. Là où ces scènes sont devenues mémorables dans Evangelion, au point d'être régulièrement référencées dans d'autres animés. Ah tiens, en parlant de références, je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point Evangelion a été influent dans la culture populaire. Pardon, je reformule. Vous ne savez pas à quel point Evangelion a influencé le monde de la japanimation, du manga et même au-delà. Vous connaissez peut-être le mème Is That Jojo Reference, qui tourne en dérision les fans qui voient des références à Jojo's Bizarre Adventure partout. Eh bien, sachez qu'une fois que vous aurez vu Evangelion, vous allez vivre ce mème au premier degré. Tout le temps. Alors je vais pas vous énumérer une liste non exhaustive des œuvres qui contiennent une ou des références à Evangelion, ça serait beaucoup trop long. Je vais plutôt vous la chanter. Gitama Negima Lucky Star GTO Grand Blue et Mob Psycho 100 Honasan Elfenlied Setono Anayume Slayers l'attaque des titans Guren Laga Softeni Bakates Tozuki Bachi the Rock Genshiken Suzumiya Harui Ikito Sene Oreimo Jujutsu Kaisen Yore Nyaruko Sane Desert Punk My Roommate is the Kaida Buster Monsieur et Service Pedandi Meme Hayate the Combat Butler Darling the Franxx Nisei Monogatari Hibogamiga Chainsaw Man Asobi Asobase Carnival Fantasy Himoto Humaru-chan Super Mario Bros. Le film Outbreak Company Teen Titan Barakamon Avatar Sayonara Zetsubo Sensei Fuliculi Pokémon La Ligue des Justiciers Yuru Kampe Hanamaru Kindergarten Kankole Daganani Watteiru Kawakara Naiken Medaka Box et My Little Pony Love, Junebyo and Other Day Legends, Nipponi Dash le film Winnie l'ourson 2 et Ping Pong The Animation, Macadami Watch Steven Universe, Robot Saka Mega Kill,
Maria Holic, le destin des Tortues Ninja, Overwatch et Kill la Kill, Boku wa Tomodachi ga Sukunai Goju Club Sakano elle et lui, Spider-Man Across the Spider-Verse Lavina Benobashi. Welcome to NHK Bayonetta Non-Stop Gravity Falls Otakoi. In a battle wa Nichijoke Kenichi so Spark Nisekoi. Zim l'envahisseur au Somatsu-san Shimose Pastel Memories. Space Patrol Luluko Shirobako. Scopy Grim et Plastic Memories. Sword Art Nakano Konwatamote et aussi Sergent Keroro. Kageki Shoujo Tomachan et The Girl. Photo Obsession et Ikamusume le jour où la Terre s'arrêta Final Fantasy VII Regular Show 0. De même, en tant qu'œuvre très personnelle, Evangelion contient beaucoup de références et d'inspirations issues de licences qui ont marqué Anno Hideaki, comme Ultraman, Macross, Sailor Moon, Le Château dans le ciel, ou encore Nausicaa, évidemment. Mais la plus importante inspiration vient apparemment de Space Runaway Ideon, un animé de mecha jamais diffusé chez nous. Je ne l'ai pas vu, mais les points communs, volontaires ou non, semblent assez flagrants. Entre les mystères qui entourent les robots et leurs relations avec les pilotes, certains éléments comme la barrière d'énergie qui rappelle Leyte Field, les symboles religieux, ou encore la fin originale sous forme de 2 films. L'un des aspects les plus frappants d'Evangelion pour le public occidental est l'omniprésence de l'esthétique religieuse chrétienne dans cet animé. En effet, les ennemis sont appelés des anges, en portent leur nom biblique, et les explosions qu'ils causent ont des formes de croix, tandis que l'organisation de la Nerve est bardée de symboles chrétiens absolument pas subtils. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces symboles n'ont pas une grande signification, car Anno Hideaki n'y connaît rien au christianisme et les a principalement choisis pour leur esthétique, quand il ne s'agit pas tout simplement de références à Ultraman. En effet, la religion chrétienne étant existante mais très minoritaire au Japon, son imagerie est perçue comme exotique auprès du public japonais, un peu comme est parfois utilisée l'esthétique traditionnelle japonaise ou chinoise dans la fiction occidentale. Elle permet aussi de se démarquer des autres animés de mecha de l'époque, en mélangeant cet aspect religieux au côté technologique du genre. En revanche, l'une des symboliques les plus significatives d'Evangelion est son aspect psychanalytique. Alors, petit rappel, la psychanalyse, c'est la discipline fondée par Sigmund Freud, qui cherche en gros à analyser la psyché humaine à travers l'interprétation de son inconscient. Et dans le monde réel, la psychanalyse, c'est de la merde. Aujourd'hui, elle est largement considérée comme une pseudo-science au même niveau que l'astrologie. Néanmoins, dans la fiction, la psychanalyse peut être utilisée comme grille d'analyse, et c'est notamment le cas dans Evangelion, dont de nombreuses relations entre les personnages relèvent plus ou moins du complexe d'Oedipe, entre Shinji, son conflit avec son père, et les mystères autour de sa mère, ou encore Misato, qui s'attache inconsciemment à des hommes qui ressemblent à son père. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai volontairement omis de vous indiquer pourquoi Anno Hideaki n'a rien sorti pendant 4 ans entre Nadia le secret de l'eau bleue et Evangelion. Cette raison, les fans d'Evangelion la connaissent bien, et elle se ressent lors du visionnage de la série. Et cette raison, c'est la dépression. Après la fin de Nadia, tous les problèmes liés à son studio et l'échec de projets comme Oro and Blue conduisent le réalisateur dans une profonde dépression. C'est à cette période qu'il souhaite créer un animé très personnel et commence à imaginer Evangelion. Si les personnages de cet animé souffrent tant, ce n'est pas par sadisme, mais parce qu'Anno Hideaki veut illustrer tout son mal-être à travers eux. Notamment Shinji, personnage qui représente le plus le réalisateur, atteint du syndrome du hérisson. Il veut sortir de sa solitude, mais plus il tente de se rapprocher d'autrui, plus il se fait mal. Certaines répliques de Shinji sont directement issues de l'expérience d'Anno, comme le fameux « je ne fuirai pas » qu'il s'est répété plusieurs fois. Les animés sont pour lui un moyen de communiquer, de préserver un lien avec les autres. Et je pense qu'une bonne partie des spectateurs ont perçu ce lien, et se sont projetés, voire reconnus à travers les différents personnages. Ce que je m'apprête à dire est horrible, mais sans la dépression d'Anno Hideaki, on n'aurait peut-être pas eu l'anime Evangelion tel qu'on le connaît. Pourtant, je ne souhaite que du bonheur au réalisateur qui a mis au monde ma série préférée, et je ne suis pas d'accord avec le cliché de l'artiste qui doit souffrir pour avoir de l'inspiration. Non, au contraire, il faut que les auteurs créent dans les meilleures conditions possibles afin de nous donner des œuvres intéressantes. Enfin, je me rassure en me disant que cet animé n'est pas tant la conséquence de son mal-être que la solution qu'il a trouvée pour le combattre. Après la fin de la diffusion d'Evangelion, Anno Hideaki souffre à nouveau des mauvais retours et du harcèlement des fans mécontents. Il doute même de pouvoir à nouveau faire des animés un jour. Il envisage de mettre fin à ses jours à 2 reprises, mais heureusement se rétracte par peur de la douleur. Comme quoi,
Fuir est parfois la bonne option. J'ai lu à plusieurs endroits d'internet que cette dépression serait due à un trouble de la personnalité borderline qu'aurait Anno Hideaki. Alors moi je veux bien, mais le souci c'est que je n'arrive pas à remonter jusqu'à une source fiable le confirmant. Lorsque je fais des recherches dessus, cette information est mentionnée uniquement en français, et en remontant le plus loin possible, on tombe sur un article du Journal du Japon de 2017, ou alors un article de blog de 2015, mais qui ne cite aucune source. J'ai l'impression que cette information se base sur une interprétation d'Evangelion et d'un film qu'Anno Hideaki a réalisé après, Shikijitsu, mais la mention du terme borderline disparaît quand on cherche des sources anglophones, à 2 exceptions près. L'essai d'un lycéen sur la culture des animés en Amérique du Nord, datant de 2010, mais qui utilise l'expression borderline insane, qu'on pourrait plutôt traduire par à la limite de la folie, ainsi que la traduction anglaise du livre Beautiful Fighting Girl de Tamaki Saito, au départ publié au Japon en 2000, qui parle bien du trouble de la personnalité borderline, mais qui, encore une fois, n'est qu'une analyse, et je ne suis même pas certain si elle vise Anno Hideaki ou les personnages féminins d'Evangelion. Bref, a priori, ce n'est plutôt pas le cas. Au-delà d'être de simples anti-héros devant surmonter leurs démons respectifs, Shinji, Rei et Asuka représentent une jeune génération portant un regard inquiet vers un avenir incertain. Sentiment effectivement présent dans les années 90, avec les crises économiques que le Japon connaît à l'époque, mais qui nous semble tout aussi pertinent aujourd'hui, avec les craintes actuelles concernant le futur, liées aux enjeux écologiques et à la montée des régimes autoritaires. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'Evangelion peut tout à fait parler à un nouveau public. Evangelion s'illustre aussi par la présence de thématiques progressistes, avec des personnages qui sortent parfois des normes de genre. Si c'est loin d'être une nouveauté, même pour les animés de l'époque, on trouve quand même des originalités, comme le végétarisme de Rei, qui vient directement d'Anno Hideaki. On note aussi le rapport des personnages féminins à leur travail, notamment la mère de Shinji, qui continue sa carrière même après lui avoir donné naissance. Ou encore, détail que je ne me rappelle pas avoir déjà vu dans un autre animé, Gendo Ikari, le père de Shinji, qui a pris le nom de famille de sa femme après leur mariage. Situation plutôt rare au Japon. Après, évidemment que l'animé n'est pas non plus parfait, notamment au niveau du consentement et de la sexualisation des mineurs, même si ça reste très loin de ce qui se fait de pire, même par rapport aujourd'hui, et que la plupart des scènes de nudité rentrent dans les thèmes abordés par la série. Anno Hideaki n'est pas juste un otaku, c'est LE otaku. Ayant à la fois baigné dans les dessins animés populaires grand public, à base de gros robots, de filles mignonnes et d'aventures épiques, humoristiques et décomplexées, mais aussi dans les œuvres d'auteurs qui traitent de sujets sombres, adultes, et se prennent davantage au sérieux. Il a réussi avec Evangelion à synthétiser ces deux pans de la japanimation pour en tirer une œuvre mixte, qui condense les points forts des deux visions de son médium. Le plan d'Anno Hideaki d'otakuiser les fans d'anime a fonctionné, mais à quel prix? En tant qu'otaku pur jus qui a souffert de son renfermement sur lui-même, Anno a voulu amener ses congénères à s'ouvrir et à redorer l'image de l'otaku, qui souffrait d'une terrible réputation au Japon depuis l'affaire Tsutomi Miyazaki de 1989, un tueur en série à propos duquel les médias japonais ont lourdement insisté sur son côté otaku dans une panique morale. Et en quelque sorte, il a réussi. Anno a prouvé qu'une poignée de passionnés pouvait créer une œuvre majeure, malgré les difficultés inhérentes au mode de production des animés, tout en rassemblant sous une même bannière les différentes générations d'otaku. Mais en faisant cela, Anno Hideaki a également créé son propre monstre. En retrouvant une certaine légitimité, les otaku se sont radicalisés dans leur façon de consommer les animés, et renfermés dans de nouveaux stéréotypes. Des clones des personnages de Rei et d'Asuka se sont multipliés en ne reprenant que leurs éléments les plus superficiels. Et si de plus en plus d'animés sortent chaque saison, rares sont ceux qui présentent autant de passion et d'inventivité qu'Evangelion à son époque. Heureusement, on trouve tout de même des héritiers spirituels. Dans les années 2000, Gainax effectue plusieurs collaborations avec le studio Shaft, comme Mahoromatic, et l'influence d'Evangelion se ressent beaucoup dans leurs animés suivants. Il y a aussi le studio Trigger, fondé par Hiroyuki Imaishi, qui a fait ses débuts en tant qu'animateur sur Evangelion, avant de réaliser certains animés Gainax, comme Gurren Lagann ou Panty Stocking. Et aujourd'hui, les animés de son studio sont ceux dont l'esprit se rapproche le plus d'Evangelion, en termes de passion et d'ambition. Pas d'inquiétude, la relève est là. Si Anno Hideaki a réussi à communiquer l'espoir qu'il avait pour la culture otaku à travers son animé, le fond de son message est resté inaperçu aux yeux d'une partie du public. C'est pourquoi il va essayer d'y remédier avec les Rebuild of Evangelion, une renaissance de la licence à travers 4 longs métrages sortis entre 2007 et 2021. Mais ça sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes mes sources se trouvent en description pour que vous puissiez les consulter. Merci à LKR pour la relecture du script. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube sur laquelle il parle des aspects techniques de la japanimation. Si vous voulez m'entendre parler d'anime, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch où je fais des lives régulièrement. Je préviens aussi que je ne redeviendrai pas actif sur YouTube. Cette vidéo est une exception. Même si j'ai bien envie de faire d'autres vidéos, prochainement j'aurai d'autres projets qui prendront mon temps. Alors ne vous attendez pas à une suite bientôt. J'espère vous voir sur Twitch et en attendant, à la prochaine.